10. Salut à tous, c'est Sully Perfecten. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review d'NXT TakeOver Brooklyn qui vient d'avoir lieu cette nuit. Alors, que s'est-il passé dans ce show? On va le savoir tout de suite. Alors, on va aller dans l'ordre des matchs qui ont eu lieu. Donc, l'opener tout d'abord avec Johnny Gargano contre Andrade Cien Almas. Alors, ça a été un très bon opener, j'ai trouvé, avec du suspense. Personnellement, j'ai trouvé que c'était le meilleur match d'Andrade Cien Almas à la NXT depuis qu'il est là, tout simplement. Du très bon niveau. Alors le match s'est terminé avec Zelina Vega, celle qui accompagne désormais Andrade Cien Almas, qui a subitement lancé un t-shirt à Gargano à l'effigie de DIY, alors qu'il s'apprêtait à en finir avec Almas. Et Almas en a alors profité pour porter son Hammerlock DDT pour la victoire finale. Donc, comme je vous l'avais dit, victoire d'Almas. Pour moi, c'était plus que nécessaire. Et c'était plus important pour Almas de gagner que pour Gargano. Puisque Gargano n'a pas de plan, puisque malheureusement Ciampa est blessé pour encore très longtemps, jusqu'en 2018, alors que Almas vient tout juste de retrouver un peu un second souffle avec cette présence nouvelle de Zelina Vega pour lui redonner un peu de relief. Donc si Almas perd dans la foulée, ça la foutrait mal. Alors que Gargano, n'ayant pas du coup de rivalité actuellement, puisque à part une rivalité, mais qui est une rivalité fantôme pour le moment, franchement, qu'il perde, ça n'aurait pas été bien grave. En tout cas, il faut noter que c'est la première fois que Zelina Vega interfère dans un match, alors que jusqu'à présent, elle avait toujours été irréprochable. Elle a toujours bien mené son rôle de manager, en quelque sorte, à encourager, à donner des consignes à Almas. Alors visiblement, la storyline est désormais en place. En tout cas, elle est de plus en plus claire, avec un Gargano qui est toujours hanté par le heel turn de Ciampa et qui réagit mal lorsqu'on lui montre quelque chose qui est en rapport avec DIY. Et d'ailleurs, il suffit de regarder son interview post-match et ça va dans ce sens, puisque tout ce qu'il a réussi à répondre à l'intervieweuse fut « I'm fine, I'm okay » avant de s'en aller. Alors que l'intervieweuse lui demandait justement si ce t-shirt n'aurait pas provoqué sa défaite. Donc je pense qu'on risque d'avoir un Gargano hanté par ses vieux démons et qui risque peut-être d'essuyer encore quelques défaites avant un possible renouveau et qu'il puisse enfin s'attaquer à Ciampa en espérant qu'il puisse revenir très vite sur la scène, sur le ring, puisque on l'attend tous, ce match. Alors, concernant l'évaluation de ce match, je donnerai une note de 7 sur 10, qui est une très bonne note. J'ai bien aimé ce match, ça a très bien lancé le show, et donc ça a bien joué son rôle d'opener. L'apport de Zelina Vega, en tout cas, je trouve qu'il a été très intéressant. Elle a apporté ce petit quelque chose dont Almas manquait, à mon avis. Et ça peut être possiblement le vrai début du renouveau pour Andrade Cien Almas. Alors, pas pour le upcard, le main event, mais pour le midcard, ce sera, je pense, un élément sur lequel il faudra compter. Et a priori, pas de main roster pour lui, parce que voilà, il vient de gagner, donc il lui faut encore 2-3 rivalités de qualité avant éventuellement de penser à une promotion dans le main roster. Match suivant, les Authors of Pain défendaient leur titre par équipe contre Sanity. Alors étonnamment, ce match a été placé en deuxième position, ça peut être un peu surprenant. D'habitude le match par équipe ça se place en antépénultième, en avant-dernier ou en main event, comme on a pu le voir dernièrement.
Alors les Others of Pain ont arboré une nouvelle tenue militaire, vraiment verte, de tenue de camouflage en quelque sorte, qui était pas mal, et qui au moins avait le mérite de changer de leur tenue un peu shield habituelle. Les Others of Pain d'ailleurs n'ont pas traîné dans ce match, puisqu'ils ont attaqué Sanity directement, sans attendre. Ce fut un bordel général d'entrée de jeu, alors que la cloche n'avait toujours pas retenti. Le match a ensuite finalement pu enfin démarrer avec Akam et Wolf qui étaient dans le ring. Eric Young, lui, est finalement apparu par surprise pour finalement remplacer Killian Dane, en usant en quelque sorte de la Freebirds Rule, comme peuvent le faire les New Day en ce moment. C'était effectivement tout à fait légal, puisque, comme je vous le disais, les Others of Pain ont attaqué Sanity, mais le match n'avait toujours pas été officiellement lancé, puisque la cloche n'avait pas sonné. Donc, s'attaquer à Killian Dane, pourquoi pas, sauf que le match n'ayant pas encore démarré, Eric Young avait tout à fait le droit de remplacer Dane au dernier moment. Alors après, ce que je trouve dommage, c'est que, si c'est ce qui m'a surpris, pourquoi Eric Young se passe-t-il de Killian Dane pour affronter des gars aussi costauds que les Others of Pain? Pourquoi ne pas remplacer Alexander Wolf à la place? Ça, j'avoue que je n'ai pas compris. Parce que d'un point de vue physique, en plus Eric Young, voilà, c'est pas un gabarit exceptionnel, loin s'en faut, mais se passer des services de Killian Dane dans un match pareil, vu le gabarit de leurs adversaires, ça, j'avoue, j'ai pas compris. Cela étant, il faut reconnaître qu'Alexander Wolf s'est plutôt bien débrouillé, avec notamment un très bon hot tag, dans lequel on l'aura bien vu briller et bien malmener les Others of Pain. Personnellement, je pense même que ce fut la meilleure performance d'Alexander Wolf à la NXT, même si on l'a pas vu beaucoup évoluer, mais là franchement il a bien assuré, il faut le reconnaître. Même si voilà, dans la cohérence des choses, je ne comprends malgré tout pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas été remplacé par Eric Young. On a vu aussi un spot intéressant dans lequel on a vu Nikki Cross qui a maintenu les jambes et intelligemment d'Eric Young dans le coin, pendant que l'un des Others of Pain a voulu porter un powerbomb sur Eric Young en mode un peu tour infernal, donc en sacrifiant son propre partenaire. Sauf qu'au final, comme Cross a retenu les jambes de Young, finalement l'un des Others of Pain a powerbombé son propre partenaire. Donc ça a été un moment assez marrant du match, ou assez original, que j'ai bien apprécié. On a vu ensuite, une fois que les Others of Pain étaient complètement écroulés à l'extérieur du ring, Nikki Cross, qui est intervenu sous une grosse pop d'ailleurs, alors que à ce moment-là, Paul Ellering est monté dans le même moment sur le ring face à elle. Le public a à ce moment-là sifflé, mais Cross a finalement pu s'échapper pour ensuite plonger directement sur Akam à l'extérieur du ring en crossbody. Sauf que elle se fait bien entendu intercepter par Akam, vu le petit poids qu'elle représente pour lui. Mais Killian Dane, qui était tout au fond, a alors foncé directement dans le tas sur Akam, et avec Cross dans ses bras, et il lui a foncé dedans, et la table, il y avait une table qui était posée contre la barricade, s'est alors écroulée. Donc ce fut vraiment le second très bon moment du match. Et le public a vraiment crié holy shit, holy shit. Et enfin, Wolf et Young en ont profité pour relever, en tout cas Eric Young en a profité pour relever l'autre Other of Pain qui était encore à l'extérieur par terre. Il l'a remis dans le ring, et alors à ce moment là, Wolf et Young ont pu porter leur prise de finition, leur combinaison à deux, c'était donc sur Razor.
avec cette espèce de neckbreaker porté à la volée de la part d'Eric Young pour le compte de 3. Et oui, victoire, ils l'ont emporté sur cette combinaison. Première défaite des Authors of Pain, c'est la première fois que ça arrive. Et donc Sanity qui deviennent les nouveaux champions. Ce fut vraiment une surprise. Et puisque c'est effectivement, j'avais un peu de doute sur ce match, mais j'avais quand même misé sur la victoire des Authors of Pain, comme quoi. Je pensais même que Eric Young pourrait éventuellement se faire lyncher par son équipe. Finalement, ça n'a pas du tout été le cas, puisque j'avais soupçonné, vous le savez, que Eric Young soit avec Eric Rowan l'un des assaillants de Breezango. Donc maintenant, on peut se dire à pratiquement 100% que Eric Young ne sera pas le coupable en question. Ensuite, que se passe-t-il? Alors c'est quelque chose qui avait été envisagé, on l'avait lu, et effectivement c'est arrivé. Les Red Dragon, Bobby Fish et Kyle O'Reilly sont arrivés pour s'attaquer à Eric Young et Alexander Wolf. Donc je vous l'avais dit que les Red Dragon risquaient de faire leur apparition. Eh bien je ne me suis pas trompé. Ils ont même attaqué l'un des Authors of Pain pour le balancer contre le poteau du ring. Mais c'est surtout bien sûr les nouveaux champions contre qui ils s'en sont pris. En tout cas, ils ont déjà fait forte impression pour leur début et ça montre déjà leurs ambitions et ça promet déjà une feud intéressante entre eux et Sanity. Concernant la qualité du match, c'est un match qui fut plutôt bon, mais pour moi, je l'ai trouvé un peu en dessous des matchs tag team qu'on a l'habitude de voir à TakeOver. Voilà, j'ai préféré les matchs avec DIY, avec les Revival, avec American Alpha et même les précédents matchs des Authors of Pain. En fait, c'est peut-être Sanity qui pose problème en réalité. Voilà, je trouve que ça nivelle un tout petit peu vers le bas le niveau. Voilà, c'est un peu mon avis personnel. J'ai autre chose aussi, j'avoue que j'ai été surpris que les Authors of Pain perdent sur ce finish. Alors même si c'est le finish habituel de Sanity, je trouvais ça un petit peu rapide et un peu facile. Je m'attendais vraiment à un near fall à ce moment-là de la part de Razor. Je pensais que le match allait un peu se prolonger. Donc j'ai été surpris que ça se termine comme ça. Surtout que voilà, il n'avait jamais perdu clean comme ça. Donc je suis un peu déçu par ça. Voilà, pour un mec de ce gabarit, ne pas se relever d'une prise comme celle-ci, voilà, j'ai eu du mal à y croire. Concernant la note, je vais donner donc une note légèrement inférieure à l'opener, c'est-à-dire 6,5 sur 10. Match suivant, Hideo Itami affrontait Aleister Black. Alors à noter une belle entrée d'Aleister Black, puisqu'on nous annonçait une entrée particulière. C'était une entrée donc sous les bougies et avec sa musique habituelle, mais cette fois-ci jouée en live, donc par le groupe original. Ça a été sacrément badass en tout cas, bien que j'ai quand même été légèrement déçu. Moi j'en attendais encore plus, vu ce qu'on nous avait promis, cette entrée spéciale. Alors certes elle était un petit peu spéciale, mais je pense qu'il y avait moyen d'aller beaucoup plus loin que ça encore. Enfin bon, c'est pas très grave, mais c'est juste une remarque entre parenthèses. Le match en tout cas commençait fort avec du strong style comme on pouvait s'y attendre. Itami a notamment porté un joli guillotine knee drop sur Black qui l'a fait saigner très tôt dans le match au niveau du nez. Et du coup il a saigné tout le match. Et Itami a pris alors l'ascendant dans ce début de match. Itami en a même profité pour se moquer de Black en prenant la position du Lotus, ce qui n'a bien sûr pas plu à Black. L'avantage d'Itami a d'ailleurs duré longtemps, ça a bien duré 5 à 7 minutes avant que Black ne se réveille enfin avec un gros kick derrière la nuque d'Itami. Mais Itami ne fut pas en reste avec un superbe avalanche Michinoku Driver, move que j'avais jamais vu avant pour ma part. Mais Black montre beaucoup de résistance et les coups de pied puis les gifles ont plu des deux côtés. Itami porte un Falcon Arrow, mais Black se relève
Itami tente alors un GTS, mais Black arrive à le contrer. Itami n'arrête pas de demander au public du respect, mais finalement ça lui coûtera finalement le match, puisque juste derrière, Black surprend Itami avec un énorme Black Mass pour la victoire finale. Donc victoire sans surprise d'Aleister Black, avec son finisher comme prévu, le Black Mass, qui est vraiment spectaculaire. Ça va permettre à Aleister Black de pouvoir monter progressivement dans le haut de la carte. Il va falloir surveiller sa prochaine feud. Moi j'ai hâte de voir contre qui ce sera. En tout cas, le match fut spectaculaire et stiff, comme on pouvait s'y attendre, entre deux lutteurs d'un style relativement proche. Mais au cours duquel Aleister Black aura tout de même laissé des plumes. Il suffit de voir l'état de son visage. En tout cas, le match fut de bonne facture. Je lui donnerai somme toute la note de 6,5 sur 10. Parce que voilà, globalement ce n'a pas été le meilleur match. Mais le match n'a pas été mauvais. On peut pas lui donner une note inférieure à 6,5 sur 10. Mais voilà, je ne peux pas lui donner la note de 7. Pour moi il lui a manqué un petit truc pour en faire un très bon match. Match suivant, Asuka défendait son titre face à Ember Moon. Alors un match qui était vraiment très attendu, puisque beaucoup de monde s'attendait, après que Asuka ait dépassé officiellement le record de la championne de l'ère moderne la plus longue à la WWE, avec 502 jours. Vu que le record était battu dans la semaine, on pouvait s'attendre à un changement de titre et un départ d'Asuka dans le main roster. Alors, est-ce que c'est ce qui est arrivé? Eh bien, je vais vous le dire. À noter en tout cas que ce match n'est pas dans le main event. Ce n'est pas le main event. Ce qui pouvait éventuellement laisser penser à une conservation du titre par Asuka, puisque si ça avait été le main event, on aurait pu davantage s'attendre à une victoire d'Ember Moon. Alors Ember Moon a commencé très fort avec un dropkick dès la première seconde du match et s'est jeté à l'abordage sur Asuka, montrant d'entrée de jeu sa motivation. Moon a porté notamment un cannonball depuis la troisième corde sur Asuka, qui était à l'extérieur du ring, très bien exécuté. Asuka a réagi alors et porte une souplesse sur la rampe en métal, tout en lui barrant le bras gauche, sur lequel Asuka travaillera très tôt dans le match, et sur lequel elle continuera de travailler pendant un bon moment, avec notamment un STO qui a fait retomber Ember Moon directement sur son bras gauche. Asuka enchaîne ensuite avec un Octopus, puis une Fujiwara armbar. Peut-être Asuka a alors en tête que si elle fatigue le bras d'Ember Moon, ce sera peut-être plus difficile pour elle de porter son Eclipse, ce qui serait d'ailleurs intelligent de sa part comme stratégie. Ember Moon réagit bien ensuite avec une série de coups de pied suivis d'un Nitsugeri. Asuka porte ensuite une belle German suplex sur Moon et tente alors son Asuka Lock, mais Moon s'en dégage et retourne même la prise à son avantage. Mais Asuka reprend à nouveau son Asuka Lock en mettant tout son poids sur Ember Moon, mais Moon arrive quand même à écraser Asuka en se retournant, en se laissant tomber vers l'arrière. Puis Asuka se relève aussitôt, mais Moon tente un petit piquet, mais en vain. Moon réagit avec un gros coup d'avant-bras. Asuka réussit un coup de fesse, mais Moon se relève. Asuka se relève ensuite d'un tornado suplex de la part de Moon. Moon arrive plus tard à stomper Asuka dans le coin, mais Asuka arrive à se dégager à son tour. Ember Moon réussit alors son Eclipse, mais à la surprise générale, Asuka se dégage. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un se dégager de l'Eclipse, ça a été incroyable. Le public a bien réagi. Moon n'en croit pas ses yeux. Le public est en feu. Moon alors tente une deuxième Eclipse, mais Asuka se cache derrière l'arbitre. Moon tente alors un crossbody à la place. Asuka tente le roll-up pour contrer, mais l'arbitre voit qu'Asuka a tenu Moon par le slip, donc l'arbitre brise le compte. Moon tente un super kick, elle tente de le tomber, mais Asuka se dégage. Asuka tente l'Asuka Lock à nouveau. Moon contre en roll-up,
Mais Asuka se redresse aussitôt et arrive finalement à porter à nouveau l'Asuka Lock. Moon n'arrive pas à s'en sortir et préfère finalement taper et donc abandonner. Asuka donc conserve son titre. Elle est juste imbattable. Elle est toujours championne et son record d'invincibilité tient toujours. C'est juste incroyable et irréel. Son règne va, je ne sais pas combien de temps il va durer, puisque il y a des matchs, il peut y avoir des défenses de titre en weekly, mais sinon s'il faut attendre le prochain takeover Houston, il va falloir, ça va se rapprocher des 600 jours de règne, à mon avis. Très bon match féminin en tout cas, très loin, très loin devant les matchs féminins du main roster, ça il faut le dire. Un match de 1/4 d'heure, donc une bonne petite durée, qui mérite au moins un 7 sur 10, voire un 7,5 sur 10, car c'est pas loin d'être le meilleur match de la soirée quand même, je pense même. À noter que Ember Moon a quitté le ring seule, sous les applaudissements du public. Alors est-ce la fin de sa période à l'NXT? Est-ce qu'elle va rejoindre le main roster? Rien n'est moins sûr. Moi ça me semble un peu tôt pour partir, parce que ça fait qu'1 an qu'elle est là, ça fait pas longtemps, et je pense qu'il faudrait quand même qu'elle gagne cette ceinture. Elle le mériterait, donc ça serait dommage. Et alors quant à Asuka, Triple H a dit dans une interview la veille du pay-per-view que si il perdait Asuka à NXT et qu'elle partait dans le main roster, il serait, d'après ses mots, foutu. Donc il nous aura quand même quelque peu spoilé le résultat du match, et en effet Asuka a bien conservé son titre. Donc on se demande qui peut la battre. À mon avis ça sera pas Ember Moon du coup, parce que une 3ème tentative ça commencerait à faire beaucoup. Je pense qu'il va falloir aller chercher du côté du Mae Young classique, puisqu'il y a un vivier de talents incroyable, des grosses compétitrices. Il y a Kairi Sane peut-être, encore une autre japonaise. Il y en a d'autres. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, de trouver quelqu'un de crédible et de forte pour détrôner Asuka. On verra bien en tout cas comment ça se passera. En tout cas voilà, un très bon match, rien à dire, il faut le regarder. Très probablement l'un des meilleurs matchs féminins de l'année 2017 pour le moment. Et enfin, on passe au main event. Drew McIntyre face au champion Bobby Roode. Alors, on est obligé de commencer par ça. Tout de suite, on commence avec une déception. Pas de Broken Dreams de la part de Drew McIntyre lors de son entrée, mais des joueurs de cornemuse. Alors en plus, on ne les a pas entendus, puisque c'était la bande son de son thème actuel qui a résonné, donc ça n'a pas servi à grand chose, tout cet orchestre là. L'entrée, donc ça, j'ai l'impression que le public a semblé éteint lors de l'entrée de McIntyre, comme s'il était déçu de ne pas avoir eu droit au Broken Dreams, puisque je pense qu'ils étaient nombreux à l'attendre, et je pense que c'était vraiment la raison pour laquelle le public s'est éteint. C'était incroyable d'ailleurs, l'entrée de McIntyre, c'était limite si McIntyre ne venait pas de faire un heel turn, quoi. C'était assez étonnant, tellement il y avait d'attente par rapport au Broken Dreams. Et c'est vrai que la WWE nous l'avait teasé, même il suffisait de regarder le clip juste avant le match, on entendait plusieurs fois quelques notes du Broken Dreams. L'entrée de Roode fut plus classique pour sa part, comme telle que très ressemblante à celle du précédent takeover, avec un piano, mais aussi plus sobre, avec une entrée en solitaire, arborant un très joli peignoir rouge et or. Alors Roode a très vite tenté un Glorious DDT, mais sans succès, même si Roode a ensuite indiqué à Drew qu'il était à 2 doigts d'y parvenir. Drew a porté un joli Till the Wheel Slam sur l'éperon du ring à l'extérieur. Roode a ensuite dominé pendant un petit moment avec un travail de sap sur son adversaire. Projection brutale dans le coin, missile dropkick, puis collier arrière notamment. Roode tente même un sleeper hold, mais Drew renvoie Roode dans le coin pour se dégager. Drew se reprend avec un belly to belly overhead suplex, puis un renvoi
tête la première sur le coin du ring et un coup d'avant-bras de la troisième corde. Drew porte ensuite un Celtic Cross, mais Roode se dégage. Drew se retrouve ensuite dans la position du cochon pendu, mais arrive quand même à retourner Roode avec beaucoup de puissance et se place alors en position pour son Claymore, sa prise de finition, mais Roode reste inanimé au sol. Drew donc du coup vient vers lui, le relève, mais Roode tente le roll-up pour le surprendre, mais sans succès, suivi d'un backstabber, mais Drew se relève encore. McIntyre tente vainement un backslide, puis enchaîne avec son Future Shock DDT, sa prise de finition old school, mais Roode se relève. Drew porte alors Roode en Fireman's Carry sur la troisième corde, mais Roode réagit et porte un powerbomb à Drew, avec Drew qui arrive quand même à se dégager. Roode arrive finalement à porter son Claymore, donc McIntyre arrive finalement à porter son Claymore par surprise, mais Roode a tout de même la lucidité de mettre son pied dans les cordes pour casser le tombé, puis se roule à l'extérieur du ring avec beaucoup d'intelligence et de roublardise. McIntyre décide alors d'aller le chercher avec un tope con hilo. Le public crie alors holy shit, même si Roode n'était pas super bien placé pour le recevoir, il faut le dire. Du coup ça a un petit peu gâché le spot. Il ramène ensuite donc Drew ramène ensuite Roode dans le ring et tente alors un deuxième Claymore, mais se fait contrer par un Spinebuster de la part de Roode, puis tente en vain un Glorious DDT, mais réussit quelques secondes après à le porter. Mais McIntyre arrive quand même à se dégager du Glorious DDT, incroyable. Roode porte alors dans la foulée un autre Glorious DDT, mais ne lâche pas la prise et en tente un autre, donc il enchaîne un deuxième, mais Drew arrive alors à porter par surprise un autre Claymore pour le compte de 3. Et oui, incroyable, Drew McIntyre devient le nouveau champion NXT pour son premier match à TakeOver. Une sacrée surprise, faut le dire, parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Et c'est là qu'on voit ce qui était prévisible à ce moment-là, surtout qu'il restait encore 5 minutes de show. C'est les Red Dragons qui arrivent sur le ring. Drew les regarde, et vu que le public était en train de regarder vers le haut, on pensait que le show était terminé, un peu comme la surprise avec Ciampa, mais là cette fois-ci on s'en doutait. Le public regardait vers le haut, donc on voyait bien que quelque chose se passait. Et effectivement, alors que la caméra filmait donc les Red Dragons dans le coin et Drew McIntyre qui s'approchait d'eux, on a vu Adam Cole arriver dans le dos pour attaquer Drew McIntyre et lui porter ensuite un super kick et ramasser la ceinture. Et c'est comme ça que le show s'est terminé. On a donc, comme prévu, comme l'indiquaient plusieurs rumeurs, la naissance d'une faction 100% Raw, Ring of Honor, mais pour l'instant en tout cas seulement limitée à 3 personnes, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, qui s'intéresse donc au titre par équipe de Sanity, et Adam Cole, qui s'annonce comme le leader de ce clan et qui va lorgner vers le titre NXT de Drew McIntyre. Un clan qui sera donc heel, vu l'attaque portée sur McIntyre. Et en attendant, on verra si d'autres personnes compléteront cette faction. Alors la surprise, il faut le noter, c'est que Roderick Strong ne se sera finalement pas montré durant le show. C'est une grosse surprise à mon sens, vu l'implication qu'il avait dans la storyline. J'ai trouvé ça très surprenant. Alors peut-être qu'ils ont préféré mettre en lumière le segment de fin avec la Ring of Honor et qu'il n'y avait pas de place pour Strong. Mais c'est quand même dommage vu qu'il était quand même dans l'histoire depuis plusieurs semaines. Donc ne pas le voir, pour moi, c'est déjà une énorme surprise. Bon, alors peut-être du coup, on peut se dire que Strong a quand même, je pense, le droit d'affronter Roode, ayant quand même gagné, je pense, par disqualification cette semaine. Il doit normalement avoir un match face à Roode, donc dans une explication finale, probablement dans un weekly. Mais c'est quand même dommage de ne pas avoir vu Strong impliqué quelque part
dans ce show, qu'il soit intervenu ou quelque chose comme ça. Mais ils ont préféré mettre en avant ce nouveau clan de la Ring of Honor. Donc on verra bien quels sont les plans pour Roderick Strong. Concernant l'évaluation du match, je lui donnerai la note de 6,5. Ce match a été quand même plutôt bon avec du suspense. Roode aura produit une bonne prestation, un peu moins ennuyeuse que d'habitude je dirais, mais avec le recul j'ai quand même toujours cette impression qu'il me manque quelque chose avec Roode et que j'ai du mal à embarquer totalement dans ses prestations, même si elles ne sont pas dégueulasses en général, mais c'est juste un ressenti personnel. Il me manque un petit truc qui ferait que je m'enchante pour ce gars et que ces matchs de ce main event sont vraiment de bonne qualité et que son règne est solide. Il me manque quelque chose. Voilà, je ne saurais pas dire quoi, mais finalement c'est pas plus mal qu'il perde son titre, j'ai envie de dire. Ça va permettre un peu de changer voilà, je pense que Roode a fait un peu le tour de la question. Je reparlerai un petit peu après tout à l'heure. Le bilan de ces takeovers. Alors ce fut un très bon takeover, encore un très bon show, avec franchement que des bons matchs. Franchement, ils ont tous été de très bonne facture. C'est difficile d'en mettre un en dessous des autres. Chacun aura très bien récité sa partition. Je distribuerai cependant des prix spéciaux à Almas, à Wolf et à Itami, qui auront selon moi tous les trois réalisé leurs meilleures prestations depuis qu'ils sont à la NXT. Alors que je n'attendais pas nécessairement une grosse prestation de la part de ces trois hommes. Mais il faut le souligner, voilà. Ils ont fait pour moi une très belle performance de chacun de leur côté. La fin des règnes de Bobby Roode, comme je voulais en parler, mais la fin des règnes de Bobby Roode et des Authors of Pain pourrait signifier un départ vers le main roster pour ces trois hommes, d'autant plus que leurs règnes ont quand même duré assez longtemps, donc il n'est pas forcément nécessaire de rester à NXT et d'essayer de reprendre les titres. De plus, les nouvelles têtes qui sont apparues, à savoir les Red Dragon et Adam Cole, s'en sont pris respectivement aux nouveaux champions à chaque fois, à savoir Sanity et Drew McIntyre, et ne s'en sont pas pris aux champions déchus, preuve peut-être d'un départ pour les Authors of Pain et Bobby Roode. Quant à Ember Moon, ça reste plus incertain. Une ovation du public seul dans le ring peut signifier un départ, mais ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Par exemple avec Tye Dillinger, qui avait reçu un peu le même genre de remerciements, d'applaudissements seul dans le ring, et il n'était pas parti tout de suite. Alors, malgré tout, au global, en dépit de matchs tous solides et spectaculaires, il m'a cependant manqué un petit quelque chose me permettant de rendre ce pay-per-view, je dirais, magique et inoubliable. Et je pense que c'est probablement la conjugaison de plusieurs choses, plus ou moins importantes, on va dire. D'abord, l'absence du thème Broken Dreams, donc, pour Drew McIntyre, ainsi qu'une entrée, certes badass, d'Aleister Black, mais moins spectaculaire que ce que j'aurais cru. Voilà, c'est un peu mineur comme argument, mais pour moi ça fait partie, les entrées, ça fait partie aussi du sel d'un show, des bonnes entrées badass, on s'en souvient par la suite, et ça fait aussi partie des choses mémorables, et je pense que cette petite déception pour les deux entrées ont un petit peu pesé, on va dire, dans mon jugement final sur ce show. Ensuite, la façon dont les Authors of Pain ont perdu leur ceinture, qui m'a semblé un peu facile, un peu rapide. Je m'attendais à quelque chose de plus impactant et plus destructeur de la part de Sanity pour réussir à prendre les titres. Et finalement, ça se sera terminé ainsi. Ensuite, Ember Moon, qui ne gagne pas le titre, alors que ça aurait pu être vraiment un super feel-good moment. Je pense que le public aurait vraiment explosé si l'exploit avait été réalisé par Ember Moon. Donc ça aussi, c'est encore quelque chose qu'on pouvait déplorer.
L'absence, comme je le disais, l'absence inexplicable de Roderick Strong durant ce show, ça c'est vraiment dommage. Et la formation du clan de la Ring of Honor, qui était déjà attendu, hein, et dont du coup l'effet final fut moins important que ce qu'il aurait pu être si tout cela n'avait pas fuité sur internet. C'est un peu dommage, puisqu'on savait d'avance que la Ring of Honor allait débarquer en fin de show. Au moins on constate l'absence de Donovan Dijak et de Lio Rush, hein, qui auraient aussi pu s'ajouter à cette faction, à moins que cela ne se fasse ultérieurement. Donc ça c'est à suivre, hein. On verra si cette faction s'étoffe au fil des semaines ou pas. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai plusieurs raisons d'être quelque peu déçu par ce show, même s'il est globalement solide et meilleur que la plupart des pay-per-view du main roster, hein, faut quand même pas déconner, hein. Le match féminin a vraiment été d'un très haut niveau, et regarder un match féminin du main roster en comparaison doit faire vraiment bizarre. On n'aura qu'à le vérifier à SummerSlam, à mon avis, la comparaison, hein, ça sera vite fait. Ma note finale pour ce pay-per-view sera de 7 sur 10. Un pay-per-view que je vous recommande de regarder, hein, pour ses qualités in-ring et son public de folie. Quand bien même j'ai ce petit goût d'inachevé, hein, que j'ai toujours au fond de moi. J'ai l'impression d'avoir un super beau gâteau très appétissant en face de moi, mais qui manque cette petite cerise en haut du gâteau pour me dire que ce gâteau est parfait et vraiment hyper appétissant, quoi. Et en comparaison, j'ai même préféré le takeover précédent. Alors évidemment, il y a eu ce turn de Ciampa, mais ça aussi, ça fait partie de l'histoire, et vous voyez, j'en parle 3 mois après. On garde ça en tête, on garde ça en mémoire, mais c'est ça aussi, c'est ça qui fait aussi les bonnes évaluations des matchs, c'est de se dire, bah oui, il y a eu un fait majeur, et on s'en souvient, et je pense qu'on n'est pas prêt d'oublier ce turn de Ciampa. Alors, il y a l'arrivée de la Ring of Honor, en tout cas de certains membres, on pourra s'en souvenir, mais bon, pour moi c'est pas aussi marquant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce show. Alors, qu'en pensez-vous de votre côté? N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo, et à me dire donc si vous avez aussi apprécié ce show. En tout cas, pour ma part, on se retrouve demain pour la review complète de SummerSlam. Je pense que la vidéo sera assez longue, hein, à peu près 3/4 d'heure à mon avis, puisqu'il y aura beaucoup de choses à dire, et j'espère des surprises. En tout cas, merci de votre fidélité. On se retrouve donc dès demain, et d'ici là, passez un bon dimanche, et bon pay-per-view si vous n'avez pas encore vu TakeOver, et bon pay-per-view concernant SummerSlam. En tout cas, à très bientôt, et d'ici là, bien entendu, vive le catch. Ciao à tous.